Bonsoir chers téléspectateurs, nous retrouvons sur la chaîne Science Nature et j'accueille le scientifique des cheveux, Melvin Lopez. Bonjour Alexandre. Donc j'aimerais aborder avec vous comment modifier la forme du cheveu. Ah oui, et quel est le composant principal s'il vous plaît? Donc le composant principal du cheveu est la kératine. Mais avant tout cela, nous allons parler de la structure du cheveu. Donc le cheveu est composé d'une moelle qui est la partie centrale de la tige. Elle est composée d'une substance amorphe, molle et graisseuse. Le cuticule, qui est la couche fine externe qui protège le cheveu, elle est la partie la plus nourricière, elle est indispensable au développement du cheveu, elle est très kératinisée, elle est d'une largeur de 6 micromètres et d'une longueur de 60 micromètres et très écaillée. Donc Melvin, quel est l'aspect de cette kératine? Donc la kératine est une protéine d'aspect fibreuse, rigide et à la fois souple et résistante. En quoi est-elle riche, Melvin? Alors cette protéine est riche en soufre et en a besoin pour conserver sa qualité. De combien d'acides aminés est-elle constituée? Elle est constituée de 8 acides aminés liés par des liaisons, dont 3 principaux, la leucine, la glycine et la cystéine. Donc ces 3 acides aminés sont composés d'acide carboxylique, donc avec la liaison CCOH. Donc on peut la voir ici, dans la glycine par exemple, ou dans la leucine, on la voit ici. Et enfin dans la cystéine, ici. Je laisse Melvin pour faire la suite. Dans les deux acides aminés, le leucine et cystéine, on retrouve deux groupes caractéristiques amines, donc ici et ici. Et on remarque que dans ces trois acides aminés, ce sont toutes des molécules organiques, car on a du CH partout. Mais de quoi pouvons-nous parler d'autre, Melvin? Alors nous pouvons parler de la mèche de cheveux, qui dépend de la nature et du follicule. Qu'est-ce que le follicule? Le follicule est une structure de la peau qui produit le poil et donne aux cheveux sa forme et son implantation. Est-il le même selon le différent type de cheveux? Non, lorsque le follicule a une forme ovale et qu'il s'enroule facilement, on le nomme follicule asymétrique. Alors que lorsque la mèche est ronde et droite, son follicule est dit symétrique. Mais de quoi pouvons-nous parler d'autre, Melvin? Alors on peut parler de la mèche de cheveux qui dépend de la nature du follicule. Et qu'est-ce que le follicule? Le follicule est une structure de la peau qui produit le poil et donne aux cheveux son implantation et sa forme. Et est-il le même selon le différent type de cheveux? Non, il existe plusieurs follicules. Lorsque le follicule a une forme ovale, le cheveu s'enroule plus facilement et on le nomme asymétrique. Tandis que lorsque le follicule est rond et droit, le follicule est dit symétrique. D'accord. Voilà, donc nous allons vous présenter nos expériences sur 4 types de cheveux. Donc un cheveu lisse abîmé, un cheveu crépus, un cheveu lisse et un cheveu bouclé. Tout ça au microscope avec un grossissement de 400. Donc notre but était de savoir si la structure était la même pour les 4 types de cheveux. Donc malgré la courbure du cheveu crépus, on retrouve les mêmes structures dans chaque cheveu. Et donc nous avons les 3 éléments de base du cheveu, donc le cuticule, la moelle et le cortex. Maintenant, après avoir fini nos expériences, nous allons venir à la fabrication du cheveu. Dès la fabrication du cheveu, sa forme est déjà déterminée. De plus, la fibre capillaire étant une matière biologiquement morte, le cheveu conservera toujours sa forme initiale. Donc y a-t-il des différents types de cheveux? Oui, il en existe 3. Donc pouvez-vous nous les présenter, Melvin? Donc ici, nous avons 3 types de cheveux différents. À droite, nous avons une photographie des cheveux. À gauche, nous avons une coupe des cheveux qui représente la forme du follicule. Donc pour le cheveu caucasien, le cheveu est bouclé, les cellules se multiplient plus d'un côté que de l'autre, ce qui force la racine à gonfler plus d'un côté que de l'autre et provoque ainsi une structure en S qui se conserve lorsque le cheveu traverse l'épiderme et aboutit alors à la formation d'un cheveu bouclé. Ensuite, pour le cheveu asiatique, c'est un cheveu raide. Au contraire, les cellules sont bien réparties de part et d'autre, laissant le cheveu pousser droit. Et pour finir, le cheveu crépus africain. Il semble se vriller sur lui-même. On constate qu'il est plutôt couché sur le cuir chevelu. En effet, on remarque que les individus d'une même ethnie ont un patrimoine génétique proche,
et ont, pour la plupart, la même forme de cheveux. Donc Melvin et moi allons laisser la place à nos collègues pour expliquer la génétique. Donc en effet, la génétique est importante pour la forme du cheveu. D'abord, les gènes sont responsables de la forme du cheveu grâce à deux éléments, le follicule pileux qui donne la forme et l'implantation et la kératine. Le caractère génétique de l'aspect des cheveux est transmis par deux gènes, ceux de la paire des chromosomes 21 qui est responsable de la texture et de la forme du cheveu. En effet, il existe deux types de gènes, les gènes dominants et les récessifs. Les gènes dominants sont les plus forts. Ils ont une plus grande influence dans les caractères qui seront transmis à l'enfant, contrairement aux gènes récessifs qui sont plus faibles. Mais les gènes ne s'effacent pas de l'ADN de la personne. Même s'ils ne sont pas exprimés, ils sont transmissibles et peuvent donc être exprimés plusieurs générations plus tard. Donc le gène S conditionne l'enroulement spiralé et conduit donc à des cheveux frisés ou bouclés, tandis que son allèle récessif S n'entraîne aucune spirale. Le gène C conditionne l'ondulation du cheveu et conduit donc à des cheveux ondulés, vagués, tandis que son allèle récessif C n'entraîne aucune ondulation. Donc après avoir parlé de l'importance du gène dans la forme du cheveu, nous allons parler de l'importance de l'hérédité. Donc le facteur de la forme du cheveu est dû à son patrimoine génétique. L'allèle des cheveux frisés est dominant. Si un homme a les cheveux frisés, cela signifie que son génotype comprend au moins un allèle cheveux frisés et qu'au moins la moitié de ses spermatozoïdes porte cet allèle. En revanche, l'allèle cheveux lisses est récessif. En effet, si un homme a les cheveux lisses, ça signifie que dans son génotype, il a au moins deux allèles cheveux lisses, sinon ça ne peut pas s'exprimer. Les généticiens savent aussi qu'un homme aux cheveux lisses ne peut transmettre que ce type de cheveux, car son génotype est donc constitué de deux allèles récessifs cheveux lisses. Les gènes dominants et les gènes récessifs diffèrent sur le plan de leur expressivité, c'est-à-dire que le degré d'influence sur le phénotype varie en intensité d'une personne à l'autre. Ainsi, les individus qui possèdent un allèle cheveux frisés n'ont pas tous le même type de cheveux frisés. Certains ont des cheveux légèrement ondulés, d'autres crépus. Donc, même si l'on sait qu'un enfant va recevoir l'allèle cheveux frisés de son père, il est probable que son type de cheveux ne sera pas exactement celui de son père. Donc pour mieux expliquer le phénomène d'hérédité qui est quand même complexe, nous allons demander à notre collègue de venir expliquer ce schéma sur l'hérédité. Donc, je vais vous présenter cet arbre généalogique que nous avons fait nous-mêmes. Donc, il représente la paire de chromosomes 21 qui définit l'aspect du cheveu. Donc, chez chaque individu, la grand-mère, le grand-père, la mère et les enfants, les petits-enfants. Donc, tout d'abord, je vais vous expliquer comment cet allèle se transmet chez chaque génération. Donc, nous avons la grand-mère qui est bouclée, donc sa paire de chromosomes 21. Sur son premier chromosome, elle a un allèle dominant qui est l'allèle bouclé, et son autre chromosome, lui, au contraire, est récessif, donc c'est l'allèle du cheveu lisse. Ensuite, le grand-père, lui, possède deux chromosomes avec l'allèle récessif du cheveu lisse. Donc, lorsqu'ils vont se reproduire, l'enfant, qui sera une fille, sera bouclé car la grand-mère va donner son chromosome avec son allèle dominant bouclé et le grand-père va donner son chromosome avec l'allèle récessif du cheveu lisse. Et enfin, la deuxième fille, elle, ne pourra pas avoir le premier chromosome bouclé de la grand-mère, donc elle devra avoir au contraire l'allèle récessif du cheveu lisse et enfin celui du grand-père aussi. Donc voilà, donc la mère sera obligatoirement lisse vu qu'elle possède deux chromosomes avec l'allèle récessif lisse. Et ainsi de suite pour la génération successive. Donc pour expliquer plus précisément l'hérédité, j'appelle Juliette Martin. Donc grâce à ce tableau qui permet d'exprimer les probabilités que des enfants soient lisses ou bouclés, nous allons donc l'expliquer. Donc un couple avec la mère et le père ont des enfants. La mère possède les allèles bouclés et lisses. Elle est donc bouclée puisqu'on sait que l'allèle bouclé est dominant. Le père, lui, a deux allèles lisses, il est donc lisse. Enfin, il a donc ses cheveux qui sont lisses. Donc nous allons voir grâce à ce tableau les différentes associations possibles entre les allèles pour savoir quelle sera la forme des cheveux de leurs enfants.
Donc la première association possible est l'allèle bouclé de la mère avec un des deux allèles lisses du père. Donc ça nous fait une association bouclée et lisse. L'enfant sera donc bouclé, puisque l'allèle bouclé est toujours dominant. Nous avons la même association ici, donc on a 2 chances sur 4 que l'enfant soit bouclé. On a ensuite 2 autres associations possibles avec son allèle qui est récessif, lisse. Il peut s'associer avec les 2 autres allèles du père qui sont eux aussi lisses. Nous aurons deux couples d'allèles lisses. Donc nous avons 2 chances sur 4 que les enfants soient frisés et 2 chances sur 4 que les enfants soient lisses. Donc nous avons donc terminé avec la partie génétique. Donc dans cette deuxième partie d'émission, nous allons débuter avec les modifications provisoires. Et pour cela, j'appelle Emma Baris. Pour illustrer l'effet de l'eau sur la forme de 2 cheveux différents, nous avons réalisé une expérience avec le facteur de l'humidité. Donc d'abord, on a pris un cheveu sec, fin et lisse, on l'a mesuré, donc au début il faisait 17,5 cm. On a pris un autre cheveu, donc aussi sec, mais plus épais et ondulé, donc qui mesurait 16 cm à la base. Donc ensuite, on les a mis dans un récipient avec un fond d'eau pour l'humidité. Puis on a fermé le milieu pour que l'humidité reste bien à l'intérieur. Et donc à la fin de l'expérience, on a remesuré ces mêmes cheveux. Et donc le cheveu épais et ondulé qui est resté à l'humidité ne fait plus que 6 cm. Et l'autre cheveu plus fin fait 11 cm. Donc d'abord, nous allons voir les conséquences de l'humidité sur la forme du cheveu. Donc la structure du cheveu est composée de liaisons faibles et de liaisons fortes. Les liaisons faibles peuvent être rompues par l'apport d'H2O, d'eau, ou bien d'une chaleur intense appliquée directement sur le cheveu. Donc cela modifie la structure de la kératine et donc celle du cheveu, comme nous le montre cette expérience. Nous pouvons alors donner n'importe quelle forme souhaitée aux cheveux. Donc en séchant, les liaisons faibles se recréent ici et permet de garder cette forme de façon provisoire. Le cheveu reprendra sa forme initiale au bout d'un certain temps grâce aux liaisons fortes qui, elles, n'ont pas été rompues par l'eau et donc ramèneront le cheveu à son aspect de base. Cela explique pourquoi nos cheveux, avec l'humidité de l'air, changent parfois de forme. On a fait une deuxième expérience sur le même principe de l'humidité pour pouvoir constater les modifications provisoires. Donc des cheveux lisses, on les a humidifiés. Ensuite, nous avons fait des tresses qu'on a laissées pendant 2-3 jours. Et sur le résultat, on peut voir que les cheveux sont bouclés et ondulés. Ils ont donc gardé la forme qu'on leur a donnée grâce aux tresses et l'humidité. Et voilà, donc c'en est fini pour la deuxième partie des modifications provisoires. Donc maintenant, nous allons attaquer la dernière partie des modifications durables avec Juliette Martin. Donc les modifications durables, contrairement aux modifications provisoires, entraînent une rupture des liaisons fortes appelées aussi pondisulfure par la forte présence d'atomes de soufre S, présents dans la kératine et résistants à l'eau. C'est pourquoi ils ne réagissent pas à l'humidité ni à la chaleur. Les pondisulfures ne peuvent être rompus qu'avec des produits chimiques tels que l'agent alcalin, plus puissant, qui vise à les rendre plus malléables en expulsant un atome de soufre de la liaison disulfure afin de pouvoir modifier plus facilement la forme du cheveu. L'agent alcalin est extrêmement efficace. En effet, il détruit 90% des liaisons disulfure. Une fois la modification effectuée, on utilise un fixateur chimique qui va recréer les pondisulfures selon la forme donnée. Cela permet donc de garder une modification durablement. Il est alors possible de friser une chevelure trop raide. Je vais accueillir Melvin pour qu'il vous explique ce procédé. Pour la permanente, la rupture des pondisulfures est assurée par réduction au moyen d'un liquide de nature légèrement alcaline appelé liquide frisant. Leur reconstitution s'opère par oxydation sous l'action d'une solution acide d'eau oxygénée, le liquide fixant. La forme est donnée par les bigoudis et c'est de leur diamètre que dépendra l'aspect plus ou moins bouclé de la coiffure.
Sur le même principe de chaleur intense appliquée directement sur le cheveu, nous avons tenté de boucler à l'aide d'un lisseur des cheveux à la base lisse. Pour la permanente, on met du produit alcalin sur une éponge et on enroule la mèche de cheveux autour d'un bigoudi et on rajoute au fur et à mesure le produit avec l'éponge. Et on enroule jusqu'au bout. Donc là, on enlève le bigoudi qui est sur la mèche du cheveu. Et on voit bien que la permanente n'a pas bien fonctionné. Donc on a refait la permanente avec un bigoudi plus petit pour essayer de faire de meilleures boucles, sauf qu'on peut voir que le résultat n'est pas celui qu'on attendait. Au contraire, des cheveux estimés trop bouclés ou crépus pourront être rendus plus raides grâce au défrisage. Cette technique de réduction et d'oxydation est également utilisée pour défriser les chevelures bouclées ou frisées. Cependant, l'agent réducteur est ici incorporé dans un support épais. Cela facilite le maintien des cheveux dans une forme raide pendant le temps nécessaire à la réduction. Quant aux cheveux très frisés ou crépus, ils nécessitent l'usage de produits fortement alcalins comme la soude ou la potasse. Afin de protéger le cuir chevelu, ils sont formulés dans des crèmes très grasses. Néanmoins, contrairement aux autres agents réducteurs, ils laisseront le cheveu fragilisé. Ses propriétés d'élasticité seront irrémédiablement perdues. Voilà, donc l'émission Science et Nature touche à sa fin. Donc j'espère que vous avez bien compris comment modifier la forme d'un cheveu. Et donc je remercie mes invités Melvin, Juliette et Emma. Et donc n'oubliez pas, demain même heure.